Bonsoir à tous. Ça a claqué là, c'est formidable. Peut-être que c'est un peu fort, oui. Je me demande si c'est pas mon retour qui claque plutôt que le. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Non, c'est ma voix, ma voix de stentor. Donc bonsoir à tous. Alors ce soir, puisqu'on nous demande très très régulièrement et très justement d'ailleurs d'annoncer les programmes, puisque je comprends parfaitement que les auditeurs de Radio Courtoisie, de temps en temps, aient envie de regarder Hélène et les garçons. C'est pas l'heure. Et Hélène... Comment c'est pas l'heure? Je m'appelle Hélène, mais je suis une fille comme les autres. C'est pas la même heure. Ah bon? C'est pas la même heure, non. Moi j'étais très fier de passer en même temps que Hélène. Non. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Voilà. Et alors je me disais, on est en concurrence et quand même j'arrive à rabioter 263 auditeurs. Et quand Sanders est là, on fait 800 auditeurs parce qu'il me disait pas, il apporte. S'il savait vous chanter en duo, alors là, oui, alors, il n'aurait plus un donc vous avez entendu la voix d'Alain Sanders. Alors, on m'a souvent demandé de dire qui sont nos invités. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Alors ce soir, je vous prie de vous accrocher au banc. Au banc, oui. Parce que on a quand même, c'est pas n'importe qui, on a d'abord le commandant Guillaume. Alors le commandant Guillaume, c'est, je dis d'abord parce que c'est par ordre d'arrivée, voilà. Alors le commandant Guillaume, vous savez peut-être qui c'est. Si vous avez regardé le cinéma, si vous lisez un livre de temps en temps, le commandant Guillaume, c'est un monsieur qui était un... Alors on est toujours gêné de dire ça devant lui parce que d'abord il a 17 ans quand on le regarde, c'est stupéfiant. Tout à l'heure je le regardais, c'est vraiment un type que je peux pas supporter parce que il fait 30 ans de moins que moi et c'est insupportable. Mais c'est vrai, hein. Alors c'est le crabe-tambour. Bon voilà, la chose est dite, c'est beaucoup plus que le crabe-tambour, mais une toute petite partie du commandant Guillaume. Voilà, mais dans notre, dans l'univers, voilà, c'est le commandant, c'est le crabe-tambour, c'est-à-dire c'est un personnage qui est. Qu'est-ce qu'il y a? Philippe il tourne, il m'énerve. Oui, d'accord, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est une partie du crabe-tambour, c'est ça que vous voulez dire, oui, d'accord. Parce que le crabe-tambour, en réalité, le personnage est inspiré de deux personnages de l'histoire, le commandant Guillaume et puis un autre personnage, l'anglais, voilà. Alors, non, vous n'avez pas l'air d'accord du tout. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres, il y a un certain nombre de gens. Voilà, il y a des gens. En tout cas, vous êtes le commandant Guillaume, vous êtes un personnage. Je veux dire que c'est ça. C'est un roman qui est inspiré en grande partie par des choses qui me sont arrivées. Voilà, c'est ça. Par des grandes figures de l'histoire de l'armée française. Oui, c'est ça. Et puis on aura ensuite Bob Denard, le colonel Denard. Qui nous appellera, lui, alors. Qui lui va nous appeler de quelque part dans le monde. Ce qui n'est pas rien non plus. Et puis on a quelqu'un qui n'est pas non plus n'importe qui est Monsieur de Kermadec. Jean-Michel Kermadec. Jean-Michel Kermadec, qui a aussi 2 ou 3 aventures à nous raconter, et qui est probablement le monsieur qui est le mieux placé aujourd'hui pour parler de la Chine. Et de l'Extrême-Orient. Il a passé 22 ans en Extrême-Orient. Je crois 25 ans, hein, un quart de siècle, dont 14 ans en Chine. Et il a connu, alors ce qui est très drôle, c'est que vous avez connu, M. Kermadec, tous les régimes. Ah, j'ai connu tous les régimes. Les seigneurs de la guerre, les chefs communistes, les Japonais. Les Japonais, enfin. L'occupation japonaise. Donc on parlera de ça rapidement. Enfin rapidement, bien sûr, parce que la radio c'est toujours rapide. Hélas. Et à Pékin, j'ai connu le père Teilhard de Chardin. Alors peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale sur parce qu'il a été mon grand ami. Je n'irai pas mon maître, il n'aimerait pas qu'on dise ça. Mais il a été mon grand ami. Votre mètre 63, comme disait Pierre Dac. Encore que la liaison entre Teilhard de Chardin et Pierre Dac soit pas évidente. C'est une pierre dans son jardin. Qui va-t-on recevoir encore? Alors vous avez entendu Alain Sanders, en personne. Mais avant de donner la parole, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis un peu hésitant. Est-ce qu'on donne la parole d'abord à l'enregistrement que j'ai ou est-ce qu'on attend que
Le colonel nous appelle. Je crois qu'on devrait peut-être commencer parce qu'on risque pendant l'enregistrement qu'il appelle. Voilà. Et comme il appelle de loin. Voilà. Alors comme le colonel Denard nous appellera de loin, on va commencer notre entretien avec le commandant Guillaume, avec monsieur de Kermadec et puis ensuite avec le colonel Denard. Sur un sujet qui est polymorphe, multifacial, si j'ose dire, Oui. Hein, et qui est en même temps tout à fait d'actualité. On peut peut-être, si tu veux... Et qui est fondé sur le fait que... Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons d'être là. Demain commence le Nouvel An chinois, qui est l'année du chien cette année. Oui. Bon, d'une part. D'autre part, le commandant Guillaume, une grande partie de sa vie aussi a été marquée, et par la Chine, et bien sûr par l'Indochine. Seconde raison. Troisième raison, et là on rattrape le colonel Denard, c'est que, et là, tac. Ouais. Alors c'est que dans le cadre des lundis du centre Charlier, qui auront lieu exceptionnellement un samedi. Mais c'est ça, comme tous les lundis qui se respectent, Bernard Anthony et Alain Sanders recevront le colonel Robert Denard, dit Bob, et le commandant Pierre Guillaume, qui est avec nous ce soir, pour les faire parler de leurs aventures en Afrique et en Indochine. Alors le colonel Bob Denard dédicacera son livre Le Roi de Fortune, qui est un très beau livre. Oui. Ça, il faut dire, c'est quelque chose de très intéressant. Retraçant sa vie au Katanga, au Yémen et au Biafra. Et cet entretien aura lieu, alors non pas un lundi, contrairement à ce que le nom l'indique, puisqu'il s'agit des lundis du centre Charlier, ça se déroulera un samedi, comme tous les lundis qui se respectent. 12 mars. Le samedi 12 mars, de 14 à 18 heures, à bord du Zouave, on ne pouvait pas rêver mieux. Ah oui, ça c'est fantastique. Hein Je veux dire, super. C'est à l'embarcadère des bateaux-mouches, au pont de l'Alma, rive droite, pont de la Conférence, et bien sûr, Paris 8e. Le prix est de 90 francs. Avec collation. Avec collation, absolument. Et la réservation est obligatoire. Pour une fois que quelque chose chez nous est obligatoire, il ne faut pas manquer de... Parce que le nombre est très limité comme le TGV. De places, et la demande est déjà plus qu'énorme. Mais le danger de sortir des rails est quand simplement même peut-être... ça dépend. On peut peut-être faire donner le numéro de téléphone ou... Alors, si vous voulez réserver pour cette soirée, si ce qu'on va dire ce soir ne vous suffit pas, et je pense que ça ne vous suffira pas parce que ce sera évidemment trop court, si donc vous voulez réserver pour cette soirée, au cours de laquelle vous pourrez rencontrer le colonel Denard et le commandant Guillaume, vous téléphonez au centre Charlier au 40 51 74 07. Là, vous aurez Isabelle Sidos. Vous aurez Isabelle Sidos. Vous ne la verrez pas, sauf si vous avez un téléphone cinéma, ce qui m'étonnerait. Non. Et vous perdrez beaucoup au fait de ne pas l'avoir. Mais vous pourrez donc réserver votre soirée du 12 mars, de votre après-midi du 12 mars de 14 à 18 heures. Et vous passerez cet après-midi à bord du Zouave, à l'embarcadère des bateaux-mouches, pont de l'Alma, rive droite, port de la Conférence, Paris 8e. Commandant, est-ce que quand vous êtes sur le bateau-mouche, il vous arrive d'évoquer les moments que vous avez passés sur le fleuve là-bas? Est-ce que c'est... Ça ressemble pas tout à fait comme paysage, mais enfin... Encore que sur la Seine, il y a quelques bras morts, hein, où il y a de la végétation, ça ressemble un peu. Mais enfin, disons que c'est quand même assez loin. Mais il y a moins de communistes sur les gerbes ou sur les berges, pardon ou... L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas les distinguer. Alors, donc, on attend que le colonel Denard nous appelle, mais on ne va pas attendre indéfiniment. Et je vais me tourner tout de suite vers monsieur de Kermadec, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre ce soir. Pour lui poser une question, qui est peut-être la question pour laquelle on lui a demandé de venir, quelle impression éprouvez-vous, monsieur Kermadec, quand vous apprenez que la France a repris sa parole donnée à la Chine nationaliste pour faire des affaires avec la Chine communiste? Est-ce que ça vous paraît d'abord vraiment grave? Ou est-ce que vous trouvez qu'après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance? Je ne crois pas que ça ait beaucoup d'importance, mais ce n'est pas très intelligent. En fait, la Chine communiste, ça ne changera pas grand-chose dans les relations avec la France, à moins qu'ils aient envie de faire
de faire de grosses affaires avec la France, dont je doute. Mais enfin, le problème, c'est que, au fond, ceux qui tirent les ficelles en Chine, ce sont les Américains. Eux ont le droit de faire le commerce avec Formose, enfin avec Taïwan, et pas nous, c'est tout. Ils essaieront de garder le marché en Chine le plus qu'ils pourront. Alors ils vont nous tirer dans les pattes. Mais je vous posais cette question parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vécu plus d'un quart de siècle, presque un demi-siècle en Extrême-Orient, et vous avez connu en Chine tous les régimes. Oui, depuis Oui, quand je suis arrivé en 1937, en Chine, en 1937, les Japonais étaient déjà là. C'était donc la fin du régime des seigneurs de la guerre, mais on en avait encore des tas de souvenirs concrets. La Chine du Nord était encore ravagée par des seigneurs de la guerre qui se disputaient la priorité. Puis il y avait encore l'histoire de l'empereur de Chine qui n'était pas réglée. Enfin, c'était un conflit épouvantable. Et j'ai eu l'impression à un moment, je m'excuse de dire cela, qu'en Chine du Nord, l'arrivée des Japonais a presque été un soulagement au départ. Parce qu'ils avaient l'impression que, après tout, pour des Chinois de Pékin, des Chinois venant de Canton ou de Shanghai, ce sont des gens qui parlent une autre langue. Donc, mais ça n'a pas duré longtemps, car les Japonais les Japonais avaient des atouts magnifiques, enfin, ils avaient des atouts. S'ils avaient su jouer la carte de l'empereur de Chine, ils n'ont pas su la jouer. Et s'ils avaient su ne pas empoisonner les pauvres paysans chinois qui n'en pouvaient mais. Ça a été épouvantable pour les Chinois. Est-ce qu'il n'y avait pas justement des relations de maître à esclave? Est-ce qu'il n'y avait pas au départ une relation un peu viciée de la part des Japonais? Ah, il y a eu une relation tout à fait viciée. Mais aujourd'hui, quand vous considérez la politique française vis-à-vis de la Chine, ça me paraît quand même capital, parce que c'est une relation avec un quart du monde en termes de population. Est-ce que vous trouvez très, très futé de la part du gouvernement Balladur de dire à la Chine de Taïwan, qui représente à peu près rien en termes de population, mais beaucoup en termes d'achat. Mais beaucoup en termes de pouvoir d'achat. Écoutez, oui, on a passé des accords avec vous, mais on laisse tout tomber parce que vous nous intéressez pas. Oui, en termes de population, c'est tout de même pas mal. Hein. Ils sont tout de même plusieurs dizaines de millions. Oui, c'est ça. Mais ils ont une économie, ils sont extrêmement riches. Mais si vous étiez conseiller, alors pour dire les choses clairement, si vous étiez conseiller du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui, est-ce que vous diriez au ministre des Affaires étrangères, moi je vous recommande de prendre le risque d'une rupture des relations diplomatiques avec la Chine de Taïwan? Il faut être pragmatique. Il ne faut jamais partir sur des idées théoriques. Nous autres Français, nous avons ce tort de des idéologues. Donc il faut que tout soit expliqué par des grandes idées, des grands principes. Nous avons les principes, la liberté, l'égalité, la fraternité, ce qui ne veut pratiquement rien dire. On les a et on veut les imposer aux autres, sans savoir ce que ça veut dire. On a donné la liberté à un certain nombre de gens qui ont lutté pour la France, que ce soit en Afrique ou en Indochine, de se faire tuer ensuite, une fois que nous les avons lâchés. Alors je crois que les Chinois comprendraient très bien que les choses ne soient jamais très nettes. On aurait mieux fait de ne pas prendre de solutions aussi claires, aussi précises. Le chose n'en aurait pas été plus mal. Mais je vous pose ces questions. Je voudrais dire aux auditeurs une chose, c'est que ça peut ne vous choquer pas, mais quand on vous regarde, on a l'impression que vous avez passé 3 vies en Chine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez presque absorbé, même physiquement, c'est ce que disait le côté chinois. Lartegui dans une préface qu'il a fait, qui n'a jamais paru pour un de mes livres. Ah si, je me rappelle que quand nous étions ensemble, c'est une page qu'il a rajoutée à l'intérieur, qui est remarquable d'ailleurs. Où il trouve que je suis plus chinois que... Voilà. Et c'est vrai, physiquement, vous donnez l'impression d'une espèce de... On vous verrait très bien, pour tout dire,
au fin fond d'un palais dans une province éloignée de la Chine, comme chef de guerre, disant écoutez, comme il ne veut pas entendre raison, coupez-lui dans la tête. Vous avez, pour tout dire, vous ressemblez à un chef de guerre chinois. Et je le dis parce que c'est vrai, vous avez vraiment cette... Alors on a l'impression, en vous regardant, que vous avez une espèce de connaissance secrète, cachée, intuitive de la réalité chinoise. Alors, ça compte quand même beaucoup à l'heure actuelle. On peut peut-être demander à M. de Kermadec de rappeler le nom des 3 livres qu'il juge importants sur le grand nombre de ceux qu'il a écrits. Ah oui, ça donnerait une idée aux auditeurs. Parmi tous les livres que vous avez écrits, les 3 importants. Quels sont les... Oui, enfin, le plus important, ça a été un livre sur l'astrologie chinoise. En fait, ça peut paraître très curieux que je me sois intéressé à l'astrologie, mais c'est vrai. C'était la suite d'une question initiale que je me posais en venant en Chine. Je suis venu en Chine avec l'idée d'étudier une des langues les plus anciennes du monde, d'en étudier l'évolution, etc. Bon, j'ai donc été de toute go aux textes les plus anciens chinois, qu'on appelle les Tiakuwen, les inscriptions oraculaires. Et dans ces inscriptions oraculaires, tout était sur la divination. Et j'ai compris que la divination était une des grandes clés de la religion chinoise pratique. Il n'y a pas de religion idéologique, il n'y a pas de croyance définie. Mais il y a une pratique, et cette pratique, c'est la divination. Et vous, est-ce que vous rationalisez cette idée? Je veux dire, l'autre jour, je racontais cette histoire. J'étais en train de déjeuner avec un ami. À la table à côté, une jeune fille a eu cette phrase extraordinaire. Elle a dit: moi, je préfère l'astrologie chinoise parce que c'est plus rationnel. Elle est plus rationnelle. Elle est plus conforme à la raison pratique. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à vous annoncer ce qui va arriver. Il serait outrecuidant de poser des questions pour sa petite personne, mais il faut chercher ce que l'on doit faire. Est-ce que ça veut dire pour vous que dans la politique quotidienne, les dirigeants français devraient, dans leur rapport avec les Chinois, intégrer cette dimension? Et est-ce qu'ils l'intègrent? Et pourquoi pas? Savoir. Pourquoi pas? Est-ce qu'ils le font? Un représentant d'Elf-Aquitaine, qui avait raté sa mission en Chine, a demandé au ministre chinois qu'il aurait dû faire venir un feng shui xianchang, c'est-à-dire un géomancien, qui devrait indiquer les bons endroits. Et le ministre chinois lui dit: mais vous auriez dû. Ah, ça c'est formidable. Commandant Guillaume, vous avez abordé l'Extrême-Orient par un autre chemin, qui est le chemin de la guerre. Oui, par le côté militaire, oui, exactement. Et quand vous entendez ça, quelle impression ça vous fait? Est-ce que vous pensez que si les soldats français, si les officiers français, est-ce que vous pensez que les officiers français, s'ils avaient eu une approche de ce genre, auraient eu de meilleurs résultats quand ils sont trouvés en situation d'affrontement? Oui, il y a déjà une chose très importante que l'admiration de Kermadec, c'est que on ne peut comprendre un pays correctement et bien que si d'abord on l'aime, ce qui était le cas, je crois, de tous les officiers du corps expéditionnaire, mais il y avait une différence. Lui a passé plus de 25 ans là-bas. Et quand nous étions en Indochine sur des termes, si vous voulez, à la fois de résultats et de passion, du fait des règlements stupides qu'on a cardés pour une guerre qui n'était pas une guerre européenne, on remplaçait les gens tous les 2 ans et demi, tous les 3 ans, suivant les armes. Ce qui est parfaitement ridicule. Moi, des gens comme moi qui étaient absolument d'accord, vous savez, l'avancement, on s'en foutait. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai fini lieutenant de vaisseau honoraire. Et par ailleurs, on avait des endroits dans lesquels on se plaisait, où ça marchait. Moi, j'étais à Bentré avec le colonel Leroy. En 6 mois, on a pacifié réellement une province qui était quand même, vous connaissez, M. Kermadec, à Bentré, et qui était le grenier à riz, si vous voulez, de Cochinchine, à l'usage du Viet Minh pour avoir à la fois du ravitaillement pour le Tonkin, pour les régions qu'ils occupaient, et puis pour récupérer de l'argent. Bon, on m'a ramené, c'est un exemple personnel, parce que moi j'ai fait des pieds et des mains, le colonel Leroy aussi, pour rester, on s'entendait bien. Je lui avais eu le pot, lui sauver la mise au départ, parce que j'avais eu le pot aussi de tomber sur le comité politique du Nambo militaire, qui prévoyait une opération énorme qu'ils ont faite, mais j'en connaissais déjà quelques clés, ce qui était intéressant. Bon, et par la suite,
on a pratiqué cette politique stupide, à mon avis, sur le plan militaire, c'est de remplacer systématiquement les gens au bout du temps normal de séjour. Et généralement au moment où ils devenaient vraiment efficaces. À ce moment-là, oui, parce qu'on n'apprend pas un pays, et M. de Kermadec en est la preuve vivante, hein, c'est qu'on n'apprend pas un pays aussi complexe que la Chine, et surtout même des régions particulières dans lesquelles vous vous battez, on ne peut pas l'apprendre, si vous voulez, en passant 1 an et demi, 2 ans. Et même là, il y avait le tour de commandement, il y avait, sauf à la fin, où là on n'assistait pas trop pour vous rentriez trop tôt. Hein. Mais c'est dramatique. Pendant très longtemps, si vous voulez, lui s'est passionné pour la Chine, il est resté en Chine parce que c'était sa passion, il a pu le faire en s'y dévouant corps et âme. Tandis que dans l'armée, on ramenait systématiquement les gens, y compris les grands chefs, si vous voulez. Le Delattre aurait pu durer beaucoup plus longtemps. On n'a jamais eu dans les états-majors de gens qui duraient au-delà de 2-3 ans maximum. Et si vous voulez, c'est une des raisons. Et par ailleurs, ce qu'il disait en ce qui concerne la géomancie, etc., là, je crois qu'en Indochine, c'était pas un peu difficile, du fait même qu'on ne connaissait pas et on n'avait pas d'adversaire correspondant. Je ne crois pas que les Vietnamiens, ce côté-là, puissent correspondre. Non, parce qu'au fond, les Vietnamiens n'aiment pas beaucoup parler de toutes ces choses-là, parce qu'ils croiraient les Vietnamiens ont peur qu'on se paie leur tête, ont peur que l'on rie d'eux. Ah oui, c'est vrai, ils sont très susceptibles. D'ailleurs, le Chinois aussi. Mais en fait, donc, ils ne parleront jamais de ça qu'avec un sourire, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas. Mais alors, justement, M. de Kermadec, vous venez de dire une chose qui me paraît très importante. Vous venez de dire les Vietnamiens ont toujours peur qu'on se moque d'eux, qu'on se paye leur tête. En réalité, je crois que c'est pas très original. Tous les peuples du monde ont peur en permanence qu'on se paye leur tête. Disons que peut-être que les Asiatiques le manifestent d'une façon un peu plus violente, mais les Chinois, comme les Vietnamiens, oui. C'est-à-dire qu'ils attendent, ils sont toujours surpris d'une certaine arrogance qu'on peut montrer nous dans les relations avec eux, alors qu'eux, au fond, se considèrent comme des civilisations bien plus anciennes que les nôtres. Oui, c'est vrai. Seulement, dans le cas des Vietnamiens, ils étaient colonisés. Et c'est ce qui faisait que l'opinion des gens qui les occupaient était considérée comme très... Alors je voudrais revenir, pardon de vous réentraîner toujours vers mes fantasmes, mais qui sont des fantasmes de politique contemporaine, actuelle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est encore pire au point de vue des effets d'avoir cette attitude qui consiste à passer des accords avec la Chine nationaliste, puis ensuite de les annuler pour passer des accords avec la Chine communiste, que c'est encore pire pour l'image qu'on peut avoir, nous, Français, dans l'imaginaire de ces pays-là. Oui, surtout que ça ne sert à rien. Les Chinois respectent les gens pour leur caractère, pour le fait qu'ils savent se tenir à leurs promesses, et le fait, les palinodies, les changements d'attitude n'apporteront rien du tout. Ils vous mépriseront, puis c'est tout. Et alors comment expliquez-vous que personne n'ait jamais dit ça aux représentants du pouvoir en France? Quand Balladur, pour dire les mots clairement, a fait cette volte-face qui est une volte-face minable, enfin... qui est ce qu'on appelle un tour de cul, c'est comme ça que ça s'appelle en bon français. Personne lui a dit, mais ne faites pas ça, ça n'impressionnera jamais les Chinois. C'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Oui, mais bien sûr, mais c'est parce que les dirigeants n'ont jamais été demandés aux gens qui connaissent, c'est tout. Ils sont entourés de gens qui sont des énarques et qui connaissent les choses d'un point de vue intellectuel. Ce qui nous gêne, nous, c'est notre idéologie, quelle qu'elle soit. Nous sommes des intellectuels, les Chinois ne sont pas des intellectuels, les Chinois sont des pragmatiques. Quand un Chopin dit qu'un chat soit blanc ou gris ou noir, s'il prend des rats, c'est ça l'essentiel. Bon, ben ça, je crois que c'est l'attitude. Alors, si nous nous faisions respecter en Chine, et si nous disions, peu importe nos idées politiques, si ce que nous leur apportons leur plaît et est moins cher et est compétitif, mais c'est là la question. La grande question en Chine n'est pas une question de leur faire plaisir et de s'entrouvrir une porte parce qu'on leur fait plaisir. Les Chinois méprisent ceux qui ne sont pas d'un caractère fort et ceux qui ne savent pas comprendre leur intérêt. Alors, je voudrais vous poser une autre question qui peut vous paraître aussi incongrue que la précédente.
Vous avez vécu pendant presque 30 ans au milieu des Chinois. Et Moi, je suis toujours au milieu des Chinois, d'ailleurs. Ah, vous vivez toujours au milieu des Ma Chinois. femme est chinoise. Alors, donc, quand vous posez un regard sur la situation actuelle en France, c'est un regard français avec des lunettes chinoises ou un regard chinois avec des lunettes françaises? J'ai un œil droit qui est français et un œil gauche qui est chinois. Quelle impression ressentez-vous Ben, Comment nous regardez-vous? Parce que vous savez enfin vous savez mieux que moi qu'un des grands textes de la littérature française est intitulé Comment peut-on être persan? Oui, alors, est-ce qu'un Chinois se dit comment peut-on être Oh, français? tout à fait, oui, il ne comprend pas. Non, ce qu'il ne comprend pas, c'est cette logique mal placée. Ce fait que jamais nous n'aurons ni en politique ni en rien des choses claires, nous ne savons pas ce que nous voulons, et tout est en fonction d'une idéologie. Or, l'idéologie, les Chinois n'en veulent pas, et d'après les dernières élections, la France n'en veut pas non plus. Oui, ça c'est clair, oui, ça c'est parfaitement lumineux. Donc, et une des choses qui rend la faiblesse actuelle des Chinois, c'est qu'ils ont pris une idéologie communiste, mais pas en tant qu'idéologie, en tant que solution pratique des problèmes de leur pays, et qui ne savent pas très bien comment faire coller ça avec l'enrichissement actuel de la Chine. Enfin, c'est là le problème profond. Mais est-ce que vous pensez que vraiment on peut apporter quelque chose et on peut tirer quelque chose de l'instauration d'une relation économique avec la Chine? Elle existe déjà. Elle existe déjà, cette relation économique. Elle n'a jamais cessé. Mais enfin, au moment où on a fermé le consulat de Canton, des grands marchés se sont traités sous le manteau. Et pendant le moment, au moment du printemps de Pékin, à ce moment-là, il y a eu au même moment des délégations commerciales qui sont venues en France. C'est-à-dire qu'on a continué et comme... ça, les Chinois le comprennent très bien. Parce qu'ils comprennent une raison, ils comprennent les intérêts. Si on leur dit on a intérêt à faire commerce avec vous, ça ils comprennent. Mais au nom de grands principes comme la liberté, ça leur dit... Et je voulais vous demander, est-ce que par exemple le fait de ne pas leur avoir accordé les Jeux Olympiques, est-ce qu'ils ressentent ça comme une blessure? C'est une perte de face. Ouais. Est-ce que c'est plus efficace qu'une menace de ne plus de fermer un consulat ou de... Oh oui, ça ils avaient déjà tout préparé. C'est ça. Ils avaient commencé leur préparation. Ils y croyaient. Oh, ils y croyaient. Je ne vois pas très bien pourquoi on ne leur a pas donné. Enfin, ça, c'est autre chose. Non, mais nous avons toujours, dans nos relations avec les autres, des tas de a priori qui sont des a priori d'incompréhension. Mais peut-être parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je le vois mieux pour des pays moyen-orientaux ou du Maghreb, c'est qu'au lieu, alors qu'on a une école d'officiers indigènes, ou des officiers indigènes formidables qui connaissaient ces pays-là, dans les tractations avec le Liban au moment des otages. Donc, les officiers des affaires indigènes. Voilà, on envoyait des gens qui n'avaient aucune connaissance de l'âme profonde et de la civilisation de ces peuples-là. Comme vous l'avez dit, des énarques ou de jeunes imbéciles sortis d'écoles qui n'ont rien à voir avec ces pays-là. Et je crois que pour l'Extrême-Orient... de préférence, on préfère les gens qui sont incompétents parce qu'ils ne sont pas engagés. D'où de grosses fautes de psychologie, tout bêtement. Non, mais parce que justement, pour en revenir, nous parlions de ça tout à l'heure, des Français en Indochine. Je crois que dans le corps expéditionnaire français, il y avait des tas de gens qui comprenaient très bien l'Indochine, et si on les avait laissés faire, ça aurait été beaucoup mieux. Alors, les généraux des de Paris n'avaient pas... Je voulais demander justement au commandant Guillaume, c'est pas toujours le cas, on emploie parfois des spécialistes, oui. On sait que le voyage de Mitterrand au Vietnam communiste a été préparé par Boudarel. Vous nous dites un petit mot de ce personnage peut-être? Oui, tout le monde connaît l'histoire de Boudarel, mais enfin... Qui lui est effectivement un spécialiste. Ce qui est extraordinaire. Ah ça, incontestablement, je crois qu'il a connu assez bien le Vietnam communiste, si vous voulez, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on est pris comme... et que ça soit su, qu'il est pris, vous savez qu'on avait dit aussi que le Vatican avait à un moment donné, mais ça il ne le savait pas, effectivement il a des connaissances au Vietnam, mais enfin il a surtout des connaissances comme
commissaire politique et tortionnaire d'un camp de concentration, que ce soit moral ou physique, c'est-à-dire un personnage qui, quel que soit le bord politique auquel il appartient, devrait mépriser souverainement, au nom des droits de l'homme et d'autres lieux, etc. C'est scandaleux. Moi, je trouve que, et ce qui est grave, à mon avis, c'est que lorsque le président de la République française, non seulement, si vous voulez, prend comme conseiller, disons, mais enfin, il y en a d'autres, il n'y a pas que lui, ce gars-là, qui devrait être condamné pour crime contre l'humanité, celui-là, on n'en parle plus. C'est pratiquement réglé. Et l'université, d'ailleurs, a défendu en grande partie, ce gars-là, qui heureusement maintenant n'est plus chargé de cours, mais enfin, c'est tout de même une honte pour la France. Et le pire, c'est que, en même temps, dans le même avion qui amenait le président de la République à Hanoï, il y avait M. Varnier qui avait sorti ce film Indochine, qui est une saloperie immonde. Et qui est d'ailleurs d'un grotesque achevé, parce qu'on voit un officier de marine dans une tenue de préfet au champ, de sous-préfet, ça mélange de garde-barrière et de sous-préfet, c'est assez étonnant. Tout ça en blanc, en roulant des coulis, si vous voulez, de force en pédalon. Alors ça, comme vous le mettez en Indochine, c'est stupéfiant. Les gens qui allaient travailler dans les plantations d'EVA, où il y avait quand même des conditions de vie nettement supérieures, il ne faut pas raconter d'histoire, à celles des régions dont ils sortaient, qui étaient en région, la région de Quang Ngai, vous savez, la côte d'Annam, mais absolument pas. Et ça n'a jamais été un officier de marine qui allait faire le ramasse-coulis, le garde-chourme. Est-ce que c'est pour ça, commandant Guillaume, que vous, si j'ose dire, vous réveillez 30 ans plus tard, ou même presque 40 ans plus tard, pour faire une tournée de conférences comme ça? Est-ce que vous sentez le besoin de rétablir la vérité? Plus un engagement sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que, oui, bien entendu, si vous voulez, parce qu'il y a tout de même, d'abord le nombre de témoins diminue, si vous voulez, petit à petit. Moi je vois des tas de gens comme Touret, comme d'autres qui sont morts l'année dernière, disparaissent petit à petit, ou prennent leur retraite. Et ce qui fait que l'histoire va être écrite au fond par, comme elle a été faite pour les enfants de France, si vous voulez, par des livrets qui n'ont strictement rien à voir avec la situation réelle. Qui connaît? Moi j'ai été stupéfait. Vous parliez, monsieur, des narcs et des grandes écoles, etc. Je crois que c'est pas tout à fait de leur faute. On ne leur apprend pas. Moi, je connais des gens qui sont sortis dans des rangs remarquables d'HEC, etc. Ils ne savent même pas la raison pour laquelle il y avait un empire français. D'ailleurs, ce terme d'empire, ils ne le comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi on est en Afrique. Ils comprennent très bien, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts économiques de la France, qu'il y a la France et la francophonie africaine sert à quelque chose, au moins pour le business. Seulement, ils ne savent pas que ça a été conquis par des poignées de gens et qui n'ont jamais été envahis. Quand on pense que Francis Garnier, par exemple, a pris le Tonkin la première fois avec 30 types, il n'a pas appris, il a été appelé par la population. Monsieur Anne Kamadec connaît bien ce point-là. Comment voulez-vous imaginer des gens noyés dans une nature qu'ils ne connaissent pas s'ils ne sont pas appelés par la population pour lutter précisément contre leurs envahisseurs et surtout ceux qui les pressuraient? Et là, une fois de plus, on a loupé le coche. Alors, c'est du temps de Louis XVI, d'ailleurs, que les premiers Français, Louis XVI, que les Vietnamiens ont demandé un corps expéditionnaire. Absolument. Qui est parti de Pondichéry et dont moi j'ai rencontré des mônes il n'y a pas très longtemps. Il y a une légende, une histoire qui reste sur les frégates françaises qui ont débarqué des hommes vous savez, allant en haut de l'isthme de Malacca, de la Malaisie, à la frontière de la Birmanie, parce que pour aller vers Bangkok, c'était plus court de passer par là que de faire le tour par Singapour. Eh bien, cette légende, moi je l'ai vue, le chef des mônes actuel, si vous voulez, il y a au mois de mars dernier, en même temps que les Karen, que les patrons le premier ministre des Karen, et qui ont gardé très vivace ce que vous dites, le souvenir de l'intervention française. Il ne faut pas oublier que c'est à cause de la France, entre Louis XVI, si vous voulez, et Louis XV, mais essentiellement, Louis XIV, pardon, et Louis XV, qu'on a amené une présence française avec l'histoire de Giadine et compagnie. On a même ramené un jeune prince à Versailles. Oui, absolument. Et puis il y a toujours vous savez, la gravure fameuse de machin, là, le corsaire français qui était avec le chapeau de... non, pas du Guetrin. Non, comme il est méridional, je m'en rappelle moins bien, avec des Bretons. C'est resté pratiquement d'une manière continue, depuis Louis XIV, on a entretenu des relations, on est le seul pays à l'avoir fait.
Et une fois de plus, on a sauvé la dynastie vietnamienne, si vous voulez, à l'époque, contre le prétendant qui avait pris le pouvoir. Et c'est un curé qui a fait ça. Et le Cambodge, qui s'est donné à la France. Ouais. Est-ce que ça veut dire que cette situation, cette position vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de l'Extrême-Orient, devrait nous donner des droits qu'on n'a pas? Parce qu'on a toujours l'impression, voilà, Monsieur de Kermadec, vous dites des droits et des devoirs, on a toujours l'impression, dans nos relations internationales avec ces gens-là, qu'on se trouve plus de devoirs que de droits. C'est-à-dire qu'on se croit toujours obligé de se prosterner devant eux, de leur dire vous avez raison, bravo, très bien, merci. C'est pas les devoirs auxquels je fais allusion, ça. Le devoir, c'est d'essayer de les comprendre et d'essayer de comprendre, et aussi d'essayer de défendre justement ce qu'a fait la France, parce que tous les gens qui sont venus en Indochine ou en Chine n'étaient pas des bandits ou des aventuriers. Mais comment comprenez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui, dans un débat aussi... Suffren. Suffren, oui, c'était Suffren. Oui, on a dit le marquis de Suffren. Marquis de Suffren. Le corsaire vous cherchiez. Non, c'est Forbin. Forbin. Alors, comment expliquez-vous, Monsieur de Kermadec, que dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, notamment, par exemple, en ce qui concerne la Bosnie, en ce qui concerne la Yougoslavie, la Chine prenne des positions qui soient des positions radicalement contraires aux positions françaises, alors que nous venons de alors que nous avons une vieille tradition diplomatique commune, alors que nous avions une vieille tradition de relations diplomatiques communes, que nous venons, en abandonnant Taïwan pour passer des contrats avec la Chine communiste, de leur faire une espèce d'hommage lige, de poser le genou devant eux, de les saluer, etc. Et à la première occasion diplomatique, ils disent interdiction de toucher aux Serbes, autrement on n'est pas d'accord. On a le droit de veto, ils ont le droit de veto. Alors ils ont le droit de veto. Donc ils continuent à garder le parti de la vieille tradition communiste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils croient. Comment faut-il les sont traiter contre tout ce qui est intervention dans un autre pays. À chacun de laver son linge sale dans sa propre famille. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on intervienne chez eux et par conséquent ils se continuent. Ils ont peur qu'il y a le Tibet. Il y a le Tibet. Mais je dirais qu'il y a le Tibet, mais il y a aussi le Vietnam, il y a aussi le Cambodge. Il y a aussi la Thaïlande, il y a aussi tous ces pays dans lesquels ils sont intervenus, dans lesquels ils ont semé la mort et la terreur, sans jamais que l'Occident n'intervienne, enfin ne s'oppose à eux. Donc est-ce qu'on leur a pas donné au fond... Par la Corée quand même. Oui, sauf la Corée, ça a été le seul moment où on s'est opposé. Mais le reste du temps, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Oui, on n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, pour dire les choses clairement, qu'on n'a rien compris au problème des relations diplomatiques avec la Chine, qu'on les a toujours laissé faire, enfin avec l'Extrême-Orient, qu'on les a toujours laissé faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient, et que chaque fois qu'on a été en position de leur dire maintenant ça va, c'est fini, vous arrêtez, on a plié le genou devant eux. Eh oui, mais je crois ça, ils ne veulent pas qu'on intervienne chez les autres pour se défendre eux-mêmes. C'est le principe de la non-intervention. Chacun est maître chez soi. Mais ce qui ne les empêche pas, eux, d'intervenir, par contre. Ah oui, mais justement, parce que le Tibet, pour eux, le Tibet, pour eux, est une propriété nationale. Enfin, ça leur appartient. Alors, un auditeur nous dit, il semble que les contrats conclus en cours avec Taïwan n'aient pas été annulés, mais simplement qu'on les ait avertis, il n'y en aurait pas d'autres. Je pense qu'ils n'ont pas été annulés. Ça, je n'ai pas voulu intervenir parce que je n'étais pas sûr. Mais je crois qu'ils ne sont pas annulés. Et alors un autre auditeur nous dit une chose qui me paraît fort intéressante. Est-ce que vous ne pensez pas que la médiatisation de l'image du Dalai Lama est un moyen pour les mondialistes d'ennuyer la Chine de Pékin et de faire avancer la fantasmagorie des droits de l'homme? Alors il faudrait presque renverser cette question en disant, est-ce que vous n'avez pas l'impression que en défendant le Dalai Lama, ou plutôt le droit à l'indépendance... Je crois que le Dalai Lama est un très grand homme, mais enfin ça c'est autre chose. Mais c'est un grand homme, mais ce n'est pas... Nous faisons une erreur énorme, c'est de considérer que le Dalai Lama est un chef religieux. C'est une réincarnation d'un bodhisattva. Oui, vous me direz, ce sont des nuances qui échappent au commun peuple. Mais en fait, il n'est pas un dieu vivant, ça n'est pas vrai.
puisque le nirvana est en dehors de toute atteinte, il ne peut avoir aucun rapport direct avec l'au-delà. Ce n'est pas un chef religieux. Mais en fait, l'impression qu'on a, M. de Kermadec, c'est qu'ils amusent le terrain avec ces idées-là. Les Chinois, ils sont les derniers à y croire. Ah ben le Dalai Lama, je crois, lui, y croit. Mais enfin, lui, oui. Mais les Chinois s'en foutent. Tout ça fait partie d'une... Mais politiquement, c'est important. Seulement, faire du Dalai Lama un chef religieux, je me souviens qu'un jour, on avait fait revenir un bouddhiste zen à la télévision qui est très bien renseigné, puisque à la télévision, on a parlé de la Chine comme le pays de soleil levant. Donc, et le Japon, c'était l'empire du milieu. Le Japon, c'était l'empire du milieu. Eh bien, écoutez, justement, alors un auditeur nous dit, compliment, un auditeur cynisant, dit-il, adresse ses compliments à M. de Kermadec et à tous ceux qui ont le courage d'apprendre le chinois pour mieux comprendre ce grand pays. Oui. Est-ce que ce grand pays, ça me paraît d'ailleurs un peu... Ah non, c'est vrai, c'est un très grand pays. Oui, est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est... Oui, est-ce qu'on ne peut pas parler de la Chine comme on parle de l'Europe? Est-ce que c'est pas... Oui, mais si, justement. Quand on me dit parlez-vous chinois, c'est comme si on me disait parlez-vous européen. Alors justement, vous parlez pékinois, vous parlez cantonais? Naturellement pékinois. Je parle shanghaïen pas mal, parce que j'étais à l'université d'Aurore. Et donc, en fait... Mais j'avoue que j'aurais bien aimé le cantonais aussi, mais pour être polyglotte, il faudrait être polygame. Et ma femme, bien que chinoise, n'était pas favorable à cette solution. Non. Et pourtant, me paraît une solution tout à fait excellente. J'aurais des oreillers polyglottes. Alors, un auditeur dit, les Chinois sont eux aussi de grands colonisateurs. Et il dit, est-ce que vous pourriez évoquer la question du 13e arrondissement de Paris? Il semblerait que, selon cet auditeur, je me garderais bien d'intervenir dans cette querelle à laquelle je ne connais ni A ni B, le 13e arrondissement soit une zone de colonisation chinoise. Est-ce que ça vous paraît vrai, vous qui semblez être... Ils se réunissent, ils ont un sens de l'agglomérat, du conglomérat, enfin de la réunion. Et de l'entraide. Oui, de l'entraide. Les Chinois sont... La famille, en Chine, la famille est plus importante que l'individu. D'ailleurs, une des grandes choses qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de l'État, pour les Chinois, c'est la famille, et l'origine de la famille, c'est l'individu. La famille est au milieu. Donc, toute la Chine a vécu sur la famille. Et même Mao Zedong n'a pas pu démolir cette idée. C'est pas faute d'avoir essayé, d'ailleurs, parce que... Oui, mais... Peut-être pas lui, mais en tout cas, le système qu'il a mis en place a vraiment essayé d'être à la famille. Ils n'ont pas réussi, ils ne réussiront pas. Alors, il y a une question aussi que beaucoup d'auditeurs se posent, c'est celle du bien fondé de l'intervention de l'intervention française en Indochine en 1787. Et ces auditeurs nous disent, en gros, l'idée c'est que si les Français n'avaient pas eu la mauvaise idée d'intervenir en Chine au XVIIIe siècle, au Siam au XVIIIe siècle, eh bien les choses se seraient parfaitement bien passées parce que le Vietnam aurait bouffé le Cambodge et le Laos qui aurait bouffé tout ça avec la complicité du Siam, et la Chine aurait ensuite mangé le reste. Et tout ça ferait une formidable puissance à la fois nationale et économique dont plus personne ne parlerait. Au fond, j'ai l'impression que l'idée sous-jacente de ce propos, c'est que c'est la France qui a donné la vérole nationaliste à ces pays-là. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Moi je crois. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand depuis l'Indochine, enfin le Vietnam a réenfourché tous les dadas nationalistes français. Ils voudraient unir le Cambodge et tout ça sur le Laos et avoir l'hégémonie. Non seulement les Vietnamiens ne sont pas contre l'idée de l'hégémonie, pourvu que ce soit eux qui l'aient, mais ils chaussent les chaussures du colonialisme français. Alors au fond, pas pour terminer, parce qu'on ne peut pas terminer là-dessus, mais vous qui avez vécu pratiquement l'après-guerre en Extrême-Orient,
J'ai même vécu la guerre en décembre. La guerre et l'après-guerre. C'était mieux qu'en France. Est-ce que globalement, comme diraient certains, le bilan de cette occupation ou de cette colonisation vous paraît positif ou globalement positif ou globalement négatif? C'est-à-dire, toute réponse, on peut entraîner des gens à m'arracher les yeux. Mais en fait... C'est un risque qu'il faut prendre les vieil adage chinois. Mais en fait, la France a marqué profondément l'Indochine, contrairement... Parce que la France a amené en Indochine comment dirais-je, une espèce de culture qui n'était pas la culture chinoise. Et les Vietnamiens ont été très contents de pouvoir jouer de la culture française contre la culture chinoise. Ça, je crois que, dans un certain sens, la France a aidé les Vietnamiens à se libérer de la Chine. Et c'est quand même extraordinaire, c'est tout à fait paradoxal. Une fois de plus, le Tonkin a été pris, je vous dis, par une poignée d'hommes, parce qu'ils en avaient assez d'être pressurés. Si nous sommes intervenus en 1787, etc., il ne faut pas oublier quand même que c'est parce que la demande à l'époque de Jialong, si vous voulez, pour qu'on puisse remettre en selle une dynastie qui nous était quand même favorable. Et puis qu'après, on est intervenu ensuite pour sauver les missionnaires qui étaient massacrés par paquets, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, moyennant quoi, d'ailleurs, les Espagnols qui étaient conjoints dans cette affaire, nous ont d'ailleurs laissé tomber par la suite, et même ont été tout à fait hostiles. Moi, je me souviens, vous savez, au Tonkin, les curés espagnols étaient violemment pro-Viet Minh. Et ils ont compris, lorsque les Viet Minh sont arrivés, lorsque nous avons évacué la zone sud, et puis du Tonkin, et lorsque nous sommes partis, moi j'ai sorti les premiers catholiques de là. Les premiers, c'était des curés espagnols qui sont venus demander à Haiphong de la possibilité pour un bateau de se pointer à un certain endroit pour démarrer les parts. C'est dire, comme dit M. de Kermadec, qu'effectivement, là, on a une empreinte considérable, et malheureusement, maintenant, ça va passer entre les États-Unis et autres, exactement comme... Je ne suis pas si sûr que ce soit passé, mais enfin, ça, c'est autre chose. Une dernière question, M. Dirandec. Avez-vous lu les livres de Perfit sur la Chine? Eh bien, j'ai lu les livres de Perfit. Perfit me fait l'honneur de me considérer comme compétent, ce qu'il a dit à certains de mes amis. Bon signe. Mais il ne vous l'a pas dit à vous? Il n'est pas fier. Pardon? C'est un monsieur qui n'est pas fier. Non. Mais il ne vous l'a pas dit à vous? Pas dans ces termes. Mais vous l'avez rencontré? Vous l'avez rencontré, oui. Est-ce qu'à votre avis, ce sont des livres qu'il est nécessaire je dirais nécessaire et pas, je dirais pas suffisant, mais est-ce qu'il est nécessaire de les lire? Il a progressé. Ses derniers livres sont pas mal. Il a compris la clé du problème. Mais jusque-là, c'était des choses un petit peu extérieures. Moi, j'ai trouvé les derniers livres, pour tout dire, j'ai trouvé les derniers livres extraordinaires. Les derniers sont... y compris les livres de gravure, enfin, qui étaient accompagnés de gravures d'aquarelles. Ces derniers livres sont extraordinaires, parce qu'il a, je crois, compris la raison profonde de l'incompréhension entre la Chine et l'Occident et là. On ne parle pas la même langue, les valeurs ne sont pas les mêmes. Il faut des gens comme vous qui acceptent d'abandonner une partie de leur nature. Non, c'était François Wang était un homme remarquable, un très grand ami. Eh bien, il a beaucoup souffert parce qu'il était perdu dans les discussions entre l'intégriste et les progressistes. Il trouvait que ça collait pas. C'était trop chinois pour lui. Oui, c'était trop chinois pour lui. Il ne comprenait pas. Ces Chinois n'aimaient pas. Cette manière dont on a en France de se bagarrer pour des choses secondaires en oubliant l'essentiel. Non, mais ça, je suis désolé. Les grandes civilisations se signalent par la passion avec laquelle elles se battent sur les choses secondaires. Oui, c'est ça. Se bagarrer sur les choses primordiales, c'est tellement... c'est des trucs de nègres, quoi. Oui. Bon, voilà. Est-ce que je te mange ou est-ce que tu me manges? Ça, c'est important. Mais c'est quand même très primaire. C'est-à-dire que nous, on dit, est-ce que la dentelle doit être de 15 cm ou de 12 cm? Et on est capable de s'entretuer là-dessus. C'est ça le signe des grandes civilisations. Oui, je pense. Je ne vais pas vous l'apprendre. Merci, monsieur de Kermadec. Un petit message. Vous avez un monsieur de Célas. Ça vous, voilà, qui vous envoie un grand salut. Voilà, qui vous écoute et qui prouve que nous avons des auditeurs de qualité. Oui. Et je crois que nous avons non seulement des auditeurs, mais aussi des orateurs de qualité. Allô? Allô, oui. Mes respects, mon colonel. Bonjour.
Alors, vous êtes bien le colonel Denard, je ne me trompe pas. Oui, exactement, et j'ai tenu à vous appeler parce que je suis sur l'autoroute et je rentre d'Annecy, alors vous voyez. Alors, attendez, il y a un problème technique qui se pose. Oui. Je ne suis pas sûr que tout le monde vous entende, parce que nous avons autour de cette table M. de Kermadec, que vous connaissez, le commandant Guillaume, Oui. Que vous connaissez que vous aussi. connaissez Encore aussi, plus, oui. Alain Sanders, que vous connaissez peut-être. Oui, j'ai rencontré. Un nom qui vous dit quelque chose, oui. Et donc j'attends que tout le monde ait chaussé, si j'ose dire, les écouteurs. Voilà, ça y est. Je crois que tout le monde peut vous entendre maintenant. Eh bien, je vous écoute, posez vos questions. Eh bien oui, comme tout le monde peut vous entendre, c'est vous qui nous écoutez, évidemment. Alors voilà, on vient d'avoir une conversation avec M. de Kermadec et le commandant Guillaume sur la Chine et sur l'extrême-orient et les à-côtés du rôle colonial de la France en Extrême-Orient. Mais vous, c'est plutôt un autre continent que vous avez pris en main, si j'ose dire, ou que vous avez pris en passion, c'est le continent africain. J'étais en Indochine aussi, d'ailleurs le commandant Guillaume pourrait vous en parler, mais Oui. j'étais bien jeune à cette époque-là. Oui, et on était voisins. Je crois que ça a été... On était voisins, j'étais commandé une section LCVP et lui était sur un LCM, le LCM 28, juste à côté, à Vinlong. Hein, ça date de vieux. Ça. Alors, est-ce que c'était... Voilà, la question que j'ai envie de vous poser, colonel Denard, c'est la suivante. D'abord, est-ce que vous vous reconnaissez en général, en gros, dans le portrait que vous voyez ressortir de vous de façon sporadique dans les médias en France? Pas toujours. Alors, mais je dois dire qu'avec le temps, ça se peaufine. Alors il faut encore attendre un petit peu, et puis donner quelques conférences. Je crois que on arrivera à se rapprocher du vrai, quoi. Parce que je crois qu'on juge trop l'homme par des apparences ou par des portraits tout faits, quoi. Hein, que l'homme en général, il a beaucoup de facettes, quoi. Parce que tout dépend dans quelle situation on se trouve. Alors, je vous dirais, mon Dieu. C'est la première fois que je vous entends. Hein, oui, mais j'aurais préféré être là, mais vraiment, j'ai pas pu. Mais c'est la première fois que je vous entends. Je vous ai jamais entendu parler. On se connaissait pas du tout. On ne se connaît pas du tout. Et j'entends votre voix et je suis stupéfait par la découverte que vous avez l'accent de Bordeaux. Oui. Alors, non, je vais vous dire pourquoi je suis stupéfait et pourquoi je trouve que ça a de l'importance. Parce que je trouve que ça vous donne une dimension, un enracinement local auquel on ne pouvait pas s'attendre de la part d'un personnage qui a l'image que vous avez dans les médias. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes une espèce de seigneur de la guerre qui a traversé des dizaines d'années de tradition de la colonie en France, etc. Et puis d'un seul coup, on entend quelqu'un qui parle et on a l'impression que c'est un être humain avec de la viande, de l'os et une tradition, un enracinement. Et c'est très étonnant de vous entendre parler. Je suis un peu une légende bien vivante. Hein. Oui, c'est ça. Alors, non, mais si vous voulez, une légende, quand on découvre qu'elle est vivante, ça fait plaisir. Mais quand on découvre qu'en plus elle a un accent de Provence... L'accent du terroir. Ouais. Alors, ça bouleverse complètement tout ce qu'on peut imaginer. Oui, mais hélas, je suis bien fait de chair et d'os, et de beaucoup de sentiments aussi, parce que je crois qu'on ne peut pas faire certaines choses sans avoir... des sentiments profonds pour ce qu'on fait. Alors, je crois que j'ai donné beaucoup, et j'ai toujours eu, je crois, une attitude, et beaucoup de mes camarades le savent. Bon, j'ai des amis, beaucoup d'amis, j'ai sûrement aussi des ennemis, mais ceux-là, je les connais pas, mais je respecte un peu tout ce qui est... vous savez, le seigneur de la guerre, ça doit avoir un certain prestige, sinon ça n'a plus de sens. La croix et l'épée, quoi, un petit peu. Alors vous vous êtes battu depuis quel âge et jusqu'à quel âge? Vraiment battu, je veux dire, les armes au poing. Oui, mais enfin, il y a eu des grands moments, c'était pas 14-18, quoi, hein, c'était pas la guerre de tranchées. Non, je crois que personne n'a connu 14-18 après 18, hein, ça c'est clair. Oui, personne n'a le droit, maintenant, en France. Il en reste encore, mais enfin, en France. Personne n'a le droit de comparer, je crois franchement, comme je suis un obsédé de 14-18, je crois réellement que personne n'a le droit de revendiquer
Non, mais cet exemple-là. C'est une expression que mon père a fait cette guerre et voilà. Je crois que j'en ai entendu tellement parler que c'est presque comme si je l'avais faite, quoi. Hein. Mais il encadrait des bataillons sénégalais, alors vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Il y a un atavisme. Il fallait leur peindre un pied en blanc et puis le laisser l'autre de la même couleur pour que les apprendre à marcher au pas. Mais c'était la colonisation, et tout ça, c'est une époque qui est bien révolue. Alors donc maintenant, il faut regarder en face les choses, il faut pas avoir peur de parler de la décolonisation, parce que la colonisation n'a pas eu que du mauvais, elle a eu aussi du bon, ça a permis de faire certaines choses. Alors on peut que faire la critique, ou même on peut se faire l'autocritique, bien sûr, alors, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il y a des grands projets à ce sujet. Mon colonel, c'est Alain Sanders là, qui reprend le relais. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous considérez, là on vient de parler avec M. de Kermadec qui nous a dit combien il était chinois. Oui, hein, et est-ce que vous vous sentez, vous, une sorte d'Africain blanc? Je pose la question en sachant peut-être que ne savent pas tous les auditeurs, mais que vous avez donné beaucoup pour ces peuples-là. Est-ce que vous vous sentez un peu africain? Je pense que je me sens beaucoup. Je suis un colonel africain, hein, d'abord. Oui, hein. oui. Il faut bien mettre les choses au point, que je suis un officier marinier de 2e classe de réserve, et le commandant Guillaume sait ce que ça veut dire, il vous expliquera. Oui. Et je suis un colonel africain. J'ai été nommé par des présidents africains, et j'ai gravi les échelons dans la hiérarchie africaine. Alors, je crois que j'ai l'âme profondément africaine, et que j'ai beaucoup d'enfants qui ont du sang africain dans les veines, quoi. Oui. Alors je crois que l'Afrique, je pense pas qu'on peut parler du mal noir comme on parle du mal jaune, oui. Pas du tout. C'est pas du tout la même chose, mais il y a quand même c'est un continent différent, parce que j'ai connu les deux, mais à des époques différentes, et puis j'ai pas connu l'Indochine aussi longtemps que l'Afrique, quoi. Et est-ce que votre aventure on commence à la connaître bien avec le Congo Léo, enfin le Congo belge, oui, l'actuel Zaïre. Zaïre actuel, bon, puisque à une époque vous êtes même au Yémen, vous revenez. Est-ce qu'il n'y avait pas là-bas une sorte de grand rêve, alors fraternel, sans tomber dans la logomachie droit de l'homme, qui a été cassé déjà à l'époque par les mêmes puissances que l'on voit aujourd'hui s'agiter ici et là, une espèce de nouvel ordre mondial déjà? Oui, enfin, ce sont des grands mots aussi. Oui. Je crois qu'en Afrique, on est beaucoup plus près de la terre que partout ailleurs, parce que on vit au rythme des saisons, on vit au rythme du tam-tam, un peu, je dirais, quoi. Et l'Afrique, c'est une passion comme a pu l'être comme a pu l'être l'Indochine, quoi, ou la Chine. Oui. Même. Vous savez que pour Monsieur Kermadec, vous pouvez dire que j'ai été fabriqué en Chine. Et je suis né à Bordeaux, et mon père était dans les concessions de 1924 à 1929, dans les concessions chinoises à Tianjin. Donc j'ai été fabriqué là-bas, et je suis venu éclore sous le ciel bordelais, quoi. Alors peut-être que j'ai une âme chinoise quelque part aussi. Colonel Denard, il y aurait 50 000 questions à vous poser. On ne va pas essayer de vous les poser ce soir. Oui. Je crois que je suis content de vous recevoir très brièvement à ce micro ce soir, tout simplement pour que vous puissiez dire, pour qu'on puisse dire et qu'on ait l'occasion de dire que vous serez présent à Paris très prochainement, c'est-à-dire très précisément le 12 mars. Le 12 mars, oui. Voilà. Avec le commandant Guillaume. Avec le commandant Guillaume. Exact. Et je veux dire que c'est même assez incroyable. Je suis pas gêné de le dire, puisque vous êtes loin. Et bon, je vais demander au commandant Guillaume d'enlever, de fermer ses oreilles, de ne pas écouter ce que je veux dire. Donc je ne serais pas gêné de dire que c'est tout à fait extraordinaire de penser qu'on va rencontrer quand même 2 légendes vivantes. Hein. On va rencontrer Bob. Et le crabe tambour, ce qui est incroyable, de penser que c'est encore des êtres vivants. Et alors, quand on voit le commandant Guillaume, moi je vous connais pas vous physiquement, colonel Denard, mais j'imagine que ça doit être du même genre. Ah ben je suis en super forme, il est mon aîné, et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Et
C'est un homme que j'aime beaucoup et il le sait. Je crois il m'a aussi beaucoup aidé dans certaines circonstances. Alors nous sommes deux vieux complices. Mais je l'avais reçu il y a 1 an et demi, je crois, vous étiez venu, commandant Guillaume, à cette émission, et j'avais trouvé déjà qu'il était très jeune. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que il me paraît encore plus jeune qu'il y a 1 an et demi. Il a dû faire un régime, ou je sais pas ce qu'il a fabriqué dans sa vie, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir en face de nous des gens de 17 ans qui ont arrêté de vieillir à 17 ans, et qui ont pris de la moelle, c'est tout. Ils ont juste durci. Voilà. Vous savez, alors, nous autres militaires, nous resterons toujours des grands enfants. Oui, c'est ça qui fait qu'on ne vieillit pas. Oui. D'ailleurs, quand on entend parler le ministre de la Défense nationale, Léotard, qui est donc un militaire par définition, on a effectivement cette impression, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vieillir. Non, je fais pas de comparaison, ne le prenez pas mal. Non, tu le prends pas mal. J'ai rien contre Léotard d'ailleurs. Bon, c'est bien, ça en fait au moins comme ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous serez le 12 mars de 14 à 18 heures à bord du Zouave. Quel effet ça vous fait d'être à bord du Zouave? Ah ben, je crois que si c'est un gag, on pourrait être fier parce que je pense qu'on sera au pont de l'Alma. Vous savez, c'est un bateau qui est ancré au pont de l'Alma. C'est un des bateaux qui est au pont de l'Alma. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça montre bien qu'il y a une très très grande tradition de la dérision dirigée contre l'élite. Oh. C'est-à-dire que les Zouaves étaient quand même des soldats d'élite. Bien sûr. Oui. Et c'est devenu, on dit à quelqu'un, bah, t'es un drôle de Zouave, ou c'est un sacré Zouave, c'est devenu une façon de les tourner en dérision. Donc au fond, vous avez tout à fait votre place. On les admirait beaucoup. Peut-être, oui, c'était pour atténuer les effets délétères de l'admiration. En tout cas, donc le 12 mars à 14h, embarcadère des bateaux mouches, bateau le Zouave, pont de l'Alma, rive droite, port de la conférence, et le prix de la conférence, plus la collation, plus le plaisir de vous voir, plus le plaisir d'être sur un joli bateau, plus la signature du livre, la signature de livre, plus le fait que Daniel Amiche sera là certainement, ça coûte 90 francs, et c'est vraiment dérisoire. Donc j'annonce votre présence, et vous parlerez de toutes vos aventures. Eh bien là, on fera le débriefing, quoi. Voilà, vous ferez un grand débriefing. Et colonel Denard, j'ose à peine vous poser la question, est-ce que vous ferez un débriefing de l'actualité? Ah, mon Dieu, l'actualité, je suis encore tenu à un certain devoir de réserve, donc... Mais on a quand même le droit de Guillaume va vous expliquer tout ça un petit peu, quoi. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions, mais on a quand même le droit de vous les poser. Ah, mais vous pouvez poser toutes les questions, vous en avez absolument le droit. Et, bon, il n'y a pas tellement de réserve à avoir. Je crois que tout ce qui a été fait pratiquement, surtout ces dernières années, un peu dans le domaine public, quoi. Alors, non, c'est uniquement dans un cadre de respect d'engagement donné, de la parole donnée à la justice française. Merci, colonel. Alors, 12 mars, à vous. Peut-être que le commandant Guillaume veut vous dire un mot. Mes amitiés à ceux qui sont là. Oui, mon colonel. Le commandant Guillaume vous dit un petit mot. Ok, merci. Bon, je veux dire que le plaisir que j'ai de t'avoir avec moi, hein, ou l'inverse, qu'on soit tous les deux, parce que on peut dire que depuis l'Indochine, on ne s'est jamais tellement perdu de vue. Et que, moi, je dois dire, on parlait de colonel, je vais peut-être faire sauter pas mal de gens, mais du temps de l'Empire, tu aurais été maréchal. Ah oui, c'est certain, mais hélas, on n'est plus sur l'Empire. Pierre, je vais pas, on va pas se... Oui, passe-moi du Séné et je te file de la rhubarbe, oui, c'est vrai. Tu sais que tout le plaisir... On n'a jamais si bien servi que par ses copains. J'ai tenu à téléphoner pour te dire que je pensais à vous en ce moment, quoi, de façon bien précise. Quoi. Alors... L'intimité de vos relations, intimité tout à fait respectable, m'oblige à vous poser, colonel, une question. Si demain il fallait y retourner, est-ce que vous en êtes? C'est même pas la peine de poser la question. Merci. Okay. Merci beaucoup et bonne route, puisque je sais que vous vous êtes arrêté dans une cabine sur l'autoroute pour nous téléphoner. Oui, que les postes françaises marchent bien. Oui, voilà. Ça on avait remarqué déjà. Merci. Ok. Et à bientôt, au revoir, merci.
Voilà, moi je suis, je veux dire que je suis abasourdi de pouvoir avoir... Alors on a toujours l'impression qu'on est très en dessous de ce qu'on peut espérer, parce qu'on se dit je vais avoir Denard au téléphone, donc je vais lui faire dire des choses formidables. Et puis au fond, quand il commence à parler, et qu'on a en face de soi le crabe-tambour qui vous regarde interroger le colonel Denard, on sent qu'on n'a plus rien à dire, sous l'œil, tout ça sous l'œil de monsieur de Kermadec. On dit bon, ben, c'est même pas la peine d'essayer. Venez donc à la conférence le 12 mars, vous serez certainement beaucoup plus intelligent que moi pour poser les questions que vous avez à poser. Merci Alain d'avoir amené tout ce beau monde. J'aimerais, Serge, si on a 2 secondes, que monsieur de Kermadec nous donne le nom de ces 3 ouvrages qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait tout à l'heure. Et les éditeurs, s'il s'en souvient. Ah oui, oui. Alors, l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise a été publiée chez l'Asiatech, et un second qui a l'air d'une plaisanterie, qui s'appelle les sapèques d'or. Les sapèques d'or sont les monnaies. Oui, et c'est une manière de divination aussi. Toute cette divination ayant pour but de se connaître pour pouvoir mieux agir. C'est le Yiking. C'est une chose pratique, une vision pratique du Yiking. Mais en fait, on ne cherche pas à savoir l'avenir, on cherche à savoir ce qu'il faut faire. Les latins diraient quid decet, qu'est-ce qu'il convient. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote en 2 mots? Je suis tout à fait réfractaire à ce genre de choses, mais quand même, tout le monde me parlait mes amis me parlaient du Yiking, etc. Et un jour, j'ai dit, je vais quand même interroger le Yiking sur quelque chose qui m'obsède. C'est-à-dire, il se trouve que j'étais terrorisé en avion. Je pouvais pas monter en avion, j'avais une peur panique. Et j'ai interrogé le Yiking en disant, comment dois-je faire pour perdre cette peur de monter en avion? Et le Yiking m'a répondu une phrase qui fait partie des X phrases, qui sont les phrases toutes faites de la réponse. Il ne sert à rien de craindre ce qui n'arrivera pas. C'est superbe ça. Et en général, le Yiking, je ne sais pas comment on l'explique, je n'explique pas, vous donne toujours de bonnes réponses, et des réponses intéressantes. Mais à condition de ne pas attendre de prévision. Voilà. Alors, le dernier livre qui est important, que j'ai publié au moment des affaires de Pékin, s'appelle Les paradoxes chinois. C'est une étude qui est parue chez Ancre. Et les paradoxes chinois, c'est une étude de la mentalité chinoise. Vaste programme. Mais que je continue maintenant par une étude sur le vocabulaire chinois. J'ai l'avantage à 80 ans, ayant cassé mon bras et étant incapable d'écrire, de m'être mis à l'ordinateur. Bon, maintenant j'écris à l'ordinateur. Et j'ai trouvé, grâce à mes amis chinois, un ordinateur chinois, un logiciel chinois. Je peux écrire en chinois et en français. Parce que naturellement, vous parlez chinois comme père et mère. Oui. Oui, c'est la moindre des choses, bien sûr. Merci, monsieur de Kermadec. Donc, si on veut avoir toutes les coordonnées des livres que vous avez écrits... ce livre est aux éditions Ancre, les 2 autres étant à la Asiatech. À l'Asiatech. Et celui des éditions Ancre, on doit trouver à la FNAC. Oui. Une ultime question posée par une auditrice. Êtes-vous un parent du peintre de Kermadec? Non, oui et non. Ce serait très compliqué à expliquer. Bon, alors ne rentrons pas dans les histoires de famille. En tout cas, il n'est pas votre ennemi. Ah non, pas du tout. J'ai une grande admiration pour lui. Merci, monsieur Kermadec. Merci, commandant Guillaume. Je voudrais juste dire un mot. Moi, ce que je trouve extraordinaire, là, le 12 mars, on en parlait donc sur le Zouave, et c'est l'occasion de rappeler que cette année, c'est l'anniversaire du débarquement de l'armée d'Afrique, qui était en particulier composée de Zouaves. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les Zouaves, c'était 2 tiers de pieds noirs et 1 tiers d'arabes, d'autochtones. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'histoire, Jean de Sellas nous téléphone en nous disant « Ce n'est pas le roi de France qui est intervenu en 1787, il s'est contenté de donner son approbation à l'évêque d'Adran, mais il n'a donné aucune troupe, c'est l'évêque lui-même qui a levé les troupes en Inde, sur son contingent, avec ses frais, et qui, accompagné de quelques Français, dont Chéniaud a combattu aux côtés de Nguyen Han. Oui, il faut quand même dire qu'il y avait 2 frégates qui devaient être envoyées, qui ne sont pas parties, parce qu'à Pondichéry, le gouverneur de Pondichéry a refusé l'ordre qui était donné par la cour de le faire. Alors,
une ultime. Et d'ailleurs, il y a les maréchaux, ce qu'on pourrait appeler les maréchaux comme les maréchaux de là, oui, sont restés, c'est-à-dire des sortes de demi-soldes, sont restés pour la reconquête avec l'évêque d'Adran et sont devenus des mandarins européens, si on peut dire. Alors, la der des der, est-ce que vous reviendrez nous parler des carènes? Oui, absolument, avec grand plaisir. Alors, je compte sur vous. Et puis, on demandait au colonel Denard quels étaient ses rapports avec le colonel Schramm, mais comme il est reparti sur la route, on attendra. C'est une question inutile. Ouais, en plus. Je m'attendais à ce genre de complètement réponse. Inutile. C'est même une question vicieuse inutilement. Ouais. Et maintenant, il nous reste tout juste le temps, probablement pas assez, mais on va essayer quand même. Vous redites avant. On le dira après. On peut Victoria. peut-être rappeler quand même pour les auditeurs que le colonel Schramm a été un grand soldat et qu'il est mort il y a 3 ans maintenant 3 ans, voilà. en Amérique du Sud. Alors, on n'a pas parlé du congrès du Front National parce que, tout simplement, j'avais la chance de pouvoir avoir ce soir M. de Kermadec, le commandant Guillaume et Bob Denard, et que j'ai pensé que c'était mieux de traiter des invités qu'on avait la chance de pouvoir avoir exceptionnellement. Mais quand même, ce congrès a été un moment extraordinaire et je voudrais que vous écoutiez tout simplement un extrait, ça va durer une quinzaine, entre 15 et 20 minutes, l'extrait principal du discours de Le Pen, et ça vous permettra d'appréhender tout ce qu'on vous a interdit d'entendre en ne diffusant pas d'extrait sérieux de ce discours sur les médias. Voilà ce que vous n'entendez jamais et que nous vous proposons d'entendre. Comment ne pas exprimer une pensée compatissante, fraternelle, à cette grande armée des exclus de la société civile, comme nous sommes exclus, nous, de la société politique, et dont nous sommes la voix naturelle, dont nous sommes les leaders politiques évidents, et nous devons en tout cas le devenir, et dont nous sommes la seule espérance, car il ne saurait y avoir d'espoir dans notre pays qui ne soit conduit par ceux qui précisément ont dénoncé les erreurs pour indiquer la voie de la vérité. Tous ces agriculteurs, et j'aime mieux même, il faut le dire, ce mot de paysan, parce qu'il y a dans le paysan quelque chose de bien supplémentaire à celui qui ne serait qu'un simple, le mot en dit beaucoup, un simple exploitant agricole, car le paysan mettait et met, il en reste encore, Dieu merci, dans son ouvrage, non seulement la force de ses bras, non seulement son intelligence, son amour de la terre et de la nature, mais aussi son amour de la France, dont il a d'ailleurs fourni au long des siècles les gros bataillons de sacrifiés. Oui, parce que, comme le rappelait ce matin, avec une grande émotion qui vous a profondément troublé, notre ami Martinez, qui justement au Parlement européen a été le défenseur inlassable de l'agriculture. Les peuples n'ont pas seulement besoin de pain et de vin, ils ont aussi besoin de sécurité, d'amour et de poésie. N'est-il pas symbolique, justement, qu'en France aujourd'hui, qui a été le terrain privilégié des expressions poétiques, lyriques, il n'y a plus maintenant que la lassante répétition des musiques rock venues des bas-fonds de l'Amérique du Nord. Ces paysans, ces ouvriers chassés des entreprises qui, depuis une dizaine d'années, n'ont cessé de fermer les unes après les autres, faisant tomber par pans entiers des secteurs de notre économie, entraînant derrière eux la pauvreté et la misère des artisans et des commerçants, des professions libérales, des artistes,
bref, de tous les Français. Et ceci n'est évidemment qu'un commencement, car la politique qui est menée par nos gouvernements successifs conduit, soit par une erreur tragique, soit par une complicité effective, à la ruine de notre pays pour peut-être mieux intégrer les esclaves que nous serons devenus dans l'immense prison que constituera le mondialisme. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi le Front National, dans un acte solennel, s'adresse par ma voix, au-delà du Congrès, vers tous ces Français qui commencent à payer directement l'agonie de la France. C'est leur rassemblement derrière le Front National. C'est le rassemblement de tous les Français qui se rendent compte que nous sommes entraînés vers le gouffre qui va créer les conditions objectives du redressement et de la renaissance que nous nous proposons de piloter. Un mot aussi pour y associer tous ceux qui ont été privés par la carence de notre pourtant formidable et coûteux instrument d'éducation nationale avec 1 100 000 fonctionnaires et un budget de 300 milliards par an, les millions d'analphabètes. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'analphabètes en France qu'il y en avait en 1914. Ceci devrait porter à réfléchir non seulement les responsables politiques, mais aussi les responsables syndicaux de l'éducation nationale. De tous ces hommes-là, de toutes ces professions sacrifiées, quelquefois définitivement, perdant les tours de main, ancestraux, perdant surtout cette âme du travail qu'essaie de transmettre depuis le Moyen-Âge les compagnons du devoir que nous avons bien connus en un certain temps. Tous ceux-là qui mettent le travail comme un moyen non d'élevage de l'homme, mais d'élévation de sa pensée et de sa condition. Quoi de plus symbolique de ces métiers sacrifiés qui ne font pas couler de sang ni de larmes dans les statistiques, qui sont justement, quelle coïncidence, les marins-pêcheurs de mon pays. C'est à travers eux que je veux exprimer notre sentiment et notre volonté, car il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments ni de bonnes intentions en politique. Faut-il encore avoir des volontés et vouloir les appliquer, des programmes et vouloir les mettre en œuvre. Comme vous le savez, je suis lié de près à ces hommes-là, ce que l'on appelait autrefois les gens de mer, puisque mon grand-père était patron pêcheur, mon père patron pêcheur qui a sauté sur une mine pendant la guerre, et j'ai moi-même pratiqué ce difficile métier qui culmine peut-être dans la pêche au chalut, qui met aujourd'hui sur le pavé parisien ou rennais les équipages voués pourtant au labourage de la mer depuis des millénaires. Ces hommes-là, comprenez-le bien, mes amis, remontent à la plus haute antiquité. Il s'agit peut-être du plus ancien métier, celui de la capture. La pêche et la chasse ont été les deux activités premières de l'homme sur la terre. On les retrouve d'ailleurs, il faut le dire, à côté de Jésus dans l'Évangile. La plupart de ses disciples sont des pêcheurs. Ces hommes-là, je les connais bien, parce que j'en suis. Je n'ai pas
Je n'ai pas oublié le temps de ma jeunesse, et pourquoi ces gens qui sont plus accoutumés au vent, à la pluie, à la neige, à la tempête, pourquoi se sont-ils lancés dans ce geste désespéré et poignant? Alors bien sûr on dit c'est vrai qu'ils sont en difficulté. Ils ne sont pas en difficulté, mesdames et messieurs. Ils savent qu'ils sont condamnés à mort et que l'Halali a déjà sonné. Savez-vous ce que sont ces métiers-là? Je voudrais vous en dire un mot. C'est, je l'ai dit, le métier probablement le plus pénible. Et comme j'ai pratiqué les deux, je peux vous dire que c'est beaucoup plus pénible, bien qu'il ne soit pas très facile, que le métier de mineur. Celui-ci travaille 7 heures par jour, est au fond, certes, encagé au sein de la terre, mais quand il remonte, il retrouve sa femme, il retrouve ses amis, il retrouve ses camarades. Pendant ses jours de repos et de congé, il peut circuler, il est libre, il est en surface. Ce n'est pas le cas des pêcheurs. Il faut savoir que ces hommes, qui sont souvent sur des bateaux plus modernes maintenant, où on a connu un peu de progrès technique et une certaine protection, mais la plupart d'entre eux qui sont des pêcheurs qui pêchent sur nos côtes en particulier, des poissons relativement, qui sont plutôt de la pêche fraîche, sortent en général 8 à 10 jours. Ils travaillent 18 heures à 20 heures par jour. La plupart du temps, ils sont engoncés dans des bottes et des cirés qui gênent leur mouvement. Et vous avez pu vous rendre compte, vous, n'est-ce pas, de ces suites ininterrompues de dépression qui traversent le pays, en déclenchant d'ailleurs toute une série de catastrophes. Ces dépressions engagent des vents de 100, 120, 130, 140 km/h, soulevant des vagues immenses. Et pendant que nous sommes, nous, en train de regarder les nuages noirs à la télévision, à la météo, eux sont sur la mer, au large, à plusieurs centaines, quelquefois, de kilomètres de leur port d'origine, ballottés incessamment, trempés jour et nuit, ne quittant pas leurs bottes et quelquefois leurs cirés de plusieurs semaines, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire pour prendre la demi-heure, l'heure de repos qui leur permet d'attendre la remontée du prochain coup de chalut. Ce sont ces gens-là, ce sont des gens simples, mais ce sont des gens forts. Ils sont la noblesse du travail dans notre pays. Oh, ils ont en général une petite ambition. L'ambition chez eux, c'est de se faire construire une maison neuve. C'est le signe de la réussite. Alors, on leur a promis beaucoup de choses. Et ils se sont endettés. Endettés pour le bateau, qui est l'instrument qui leur permet de gagner leur vie et celle des leurs, et endettés pour avoir une maison. Pas un HLM, une maison à soi, loin de la mer. La mer, ils l'ont assez vue comme ça. Et ce sont ces hommes-là qui voient arriver chez eux non plus les chèques, il n'y en a plus. La pêche est ruinée par l'importation, et ça ils l'ont compris. Les responsables ne sont pas ceux de la filière commerciale, encore qu'il y aurait beaucoup de choses à faire évidemment, ils sont les responsables politiques, et ce n'est pas un hasard si la Providence a mis face à face à Rennes, dans la capitale de leur province, le Premier ministre de la France est d'un côté et les pêcheurs de l'autre. Ils ne sont que l'avant-garde de la misérable armée qui compte déjà plusieurs millions d'hommes et de femmes chez nous. Car les mêmes raisons qui ont causé leur ruine vont causer la ruine de tous. Est-il nécessaire d'attendre le dernier moment pour que le pays se relève, se redresse face à cette véritable insurrection électorale qu'il a l'occasion de faire dans les années qui viennent et dans les élections qui viennent? Je le dis avec gravité. Je suis de ceux qui pensent et qui disent ce qu'ils pensent.
c'est que le sort de notre pays sera probablement définitivement scellé avant la fin de ce siècle. Avant 7 ans. C'est court 7 ans. C'est court 7 ans quand ce délai vous sépare du chaos, de l'anarchie, de la guerre civile et peut-être de la disparition de notre pays avec ses libertés. Oui, mesdames et messieurs, la conjonction des torrents maléfiques qui dévastent déjà notre pays, la rencontre de la montée de l'immigration, de la montée du chômage, de la montée de l'insécurité, de la fiscalité, du délabrement moral de notre pays, de la dénatalité, de la drogue, du sida, peuvent-elles aboutir à autre chose que le désastre? Le savent-ils, le comprennent-ils, ceux-là qui sont les responsables exclusifs dans notre pays? Je l'ai 10 fois, 100 fois répété, sans d'ailleurs que ce soit jamais répercuté dans l'opinion, je n'ai jamais fait reposer la responsabilité du phénomène de l'immigration sur les immigrés. Ce sont les politiciens français qui en sont responsables. L'espoir fallacieux, mais tenace, semble-t-il, du peuple, soit que c'est sans bouger que les problèmes vont se résoudre. C'est vrai que toute la journée, on leur apprend qu'il n'y a qu'à rester devant sa télévision pour regarder les différents jeux, vous distribuer des millions de francs sans autre mérite que d'avoir déposé un petit ticket de participation ou d'avoir reçu une invitation sur un plateau quelconque. Ceux-là qui ont laissé croire que le jeu, que la chance pouvaient servir de base à un bonheur familial ou individuel. Ceux-là qui, plus encore, et je vise là l'État français, tirent profit de cette perversion de l'esprit, ceux-là sont responsables au premier chef des malheurs qui nous frappent, car il n'est pas d'autre possibilité de s'arracher au malheur de la condition humaine, de s'élever aussi bien matériellement que moralement, que par le travail. C'est le travail qui doit nous rendre libres, et pas le chômage.